Vous, spécialiste du management, qu'est-ce que le management peut faire dans ce levier justement d'accompagnement, de transformation et d'engagement collaborateur? Ben, je pense que la première chose, c'est qu'un manager, en matière d'engagement, eh bien, ça ne peut pas faire grand-chose. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non. Si je dis qu'il ne peut pas faire grand-chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut surtout se garder dans ce type de, je dirais, d'approche ou de phrases qui vont un petit peu de soi. Du Yaka Faucon, je suis d'accord. Oui, et de ne pas imaginer qu'il est si facile que ça d'agir sur l'autre. Même si on aimerait bien pouvoir agir sur l'autre, déjà avec ses clients, ça serait bien. Donc je crois que ça, c'est une première chose, pardon de commencer par ça, mais un peu une posture, mais déjà, ça nous met dans une meilleure situation. Alors après, je pense que le cœur de la réponse, la sérieuse à votre question, eh bien, c'est qu'il existe des conditions nécessaires à cet engagement. Et donc, le rôle du manager, c'est de contribuer à remplir ces conditions nécessaires. Si ces conditions nécessaires ne sont pas remplies, les gens ne s'engagent pas. Mais si ces conditions nécessaires sont remplies, vous n'êtes pas sûr qu'ils s'engagent. Conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Et c'est important aussi de considérer que dans une situation de travail, je dirais comme ailleurs, eh bien, les niveaux d'engagement sont forcément variables, même si on aimerait bien que l'engagement soit toujours au top tout le temps. Force est de constater, mais je dirais dans la vie courante, que ces niveaux d'engagement ne sont pas toujours aussi élevés, même dans des activités qui sont des activités que l'on rejoint parce qu'on le veut bien. Il y a un monde qui est très intéressant, je suis sûr que vous êtes passionné par le monde associatif. C'est fantastique le monde associatif, c'est extraordinaire, c'est tellement sympathique. Vous vous êtes probablement aperçu dans les associations que vous rejoignez parce que vous le voulez bien, vous êtes bien aperçu quand même que les niveaux d'implication et d'engagement sont assez variables. Hein, ça vous a frappé, ça? Souvenez-vous de la dernière fête de l'école, en juin dernier. Ils sont nombreux à vous avoir critiqué de leur avoir encore fait du kir et du taboulé. Mais quand il fallait la préparer, la fête, il y avait un peu moins de monde. Donc si dans le milieu associatif, les niveaux d'engagement sont variables, a fortiori dans un milieu professionnel qui est beaucoup plus contraignant, ça ne va pas forcément être plus facile. Alors quelles sont ces conditions nécessaires? Il y en a 3. Première condition nécessaire, c'est qu'il est difficile de s'engager si on ne comprend rien. Et bien évidemment, comment dirais-je, on sait bien que quand souvent dans les équipes, hein, quand on entend bon, on n'y comprend rien, on n'a pas eu l'information, j'ai pas reçu le mail, souvent on en rajoute un petit peu, c'est un prétexte quand même un petit peu facile. Ceci dit, force est de constater que dans l'économie, dans le business tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est très facile de comprendre ce qui se passe quand on lit un article des Échos, mais quand on est à l'intérieur d'une organisation qui est en train de se transformer, qui est en train parfois de faire des changements de pied stratégiques très très rapides, tout simplement parce que le concurrent a pris une initiative, tout simplement parce qu'il y a eu une perturbation dans l'écosystème, qu'il faut dire, ben, finalement, ces changements d'approche sont compréhensibles quand on les voit de loin, c'est pas forcément compréhensible quand on est à l'intérieur. Je crois qu'on sous-estime toujours, si vous voulez, ou on surestime beaucoup, eh bien, le fait que tout le monde comprendrait forcément la même chose. Du fait que tout le monde comprenne le dimanche soir sur France 2 l'analyse de la situation économique mondiale de François Langlais en 19 secondes, eh bien, on a l'impression qu'on comprend tous la même chose. Est-ce que c'est si vrai que ça? Dans la fondation dont je m'occupe, la FNEJ, qui est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion, fondation reconnue d'utilité publique à laquelle je vous conseille d'apporter votre concours avec l'avantage fiscal qui ira avec. Il y a quelques années, mes prédécesseurs avaient fait une enquête sur le niveau de connaissance qu'ont les Français de l'entreprise. Niveau de connaissance, pas le niveau de perception, on s'en fiche des perceptions, mais vraiment le niveau de connaissance. Échantillon représentatif de la population de plus de 18 ans. Un tiers des Français ne fait pas la différence entre bénéfices et chiffre d'affaires. Mais ceci dit, tout le monde a une opinion sur le retour de fortune d'Air France ou les difficultés de Carrefour. Mais il ne faut jamais oublier ça quand même. Est-ce qu'on est bien persuadé dans nos équipes qu'on comprend la même chose?
L'important, c'est pas d'être d'accord, alors c'est mieux si on l'est, mais l'important, c'est au moins de comprendre la réalité d'une manière un petit peu cohérente. Problème de la cohérence. Et ça veut dire une chose très importante en matière de management. Ce que doit faire un manager, il doit communiquer quand il n'est pas nécessaire de communiquer. C'est là qu'il faut communiquer. Quand est-ce qu'il n'est pas nécessaire de communiquer? Il n'est pas nécessaire de communiquer quand on partage des références communes. Eh bien, quand on partage des références communes, il faut se les dire et se les redire. Plus on se redit des références communes quand tout va normalement, plus ces mêmes références communes deviennent un peu crédibles, eh bien, quand tout ne va plus aussi normalement. Quel est le temps qu'on passe finalement à vérifier les références communes? On sait très bien que ce qui fait l'efficacité de la communication, ce n'est jamais le message. Ce qui fait l'efficacité de la communication, c'est la confiance que l'on a en celui ou celle qui porte le message. Il y a un enjeu managérial considérable. L'enjeu, ce n'est pas le message, mais est-ce que j'ai confiance dans mon manager qui me dit quelque chose? C'est ça la vraie question. En répétant et en revenant en permanence sur ces références communes que l'on partage forcément, et il y a toujours des références communes que l'on partage dans n'importe quelle organisation de travail, je pourrais développer mais je n'ai pas le temps, eh bien, il faut revenir là-dessus. Première condition, la cohérence. Comment voulez-vous que je m'engage si je ne comprends rien? Deuxième condition nécessaire, la réciprocité. Ça a été déjà rappelé un petit peu par Charles-Henri tout à l'heure. Comment voulez-vous que je m'engage si ce n'est pas donnant-donnant? Alors, donnant-donnant, vous allez me dire, ben ça, c'est des histoires de rémunération, de rétribution. Oui, évidemment. Les sous, c'est très important. Notez-le. Bien évidemment, dans le travail, la partie de rétribution, c'est forcément quelque chose de fondamental. Mais ce n'est pas parce que c'est fondamental qu'il n'y a que ça de fondamental. Ce n'est pas parce que c'est important qu'il n'y a que ça d'important. Et ce que vous avez remarqué, comme c'est marrant, à partir du moment où on dit que quelque chose est important, rien d'autre ne pourrait l'être. Moi, ce que je remarque dans les études que je fais sur l'engagement, c'est qu'il y a une variable qui est toujours corrélée positivement à l'engagement. Et cette variable, c'est la qualité perçue des relations humaines au travail. Ça, c'est une variable qui est toujours corrélée à l'engagement. Le manager, il a un rôle très important pour faire en sorte que les relations humaines soient de qualité dans son entité, dans son équipe, dans son service. Pendant 2 ans, j'ai demandé à mes étudiants de faire l'enquête suivante. Auprès de salariés, j'aurais demandé de faire une enquête sur les relations humaines que vivent les salariés. Et dans le guide d'entretien, il y avait une question qui consistait à leur demander de parler de leurs relations en dehors du travail. Alors, je n'ai pas un échantillon représentatif de réponses, donc je suis prudent. J'ai été surpris du nombre d'entretiens, de comptes rendus d'entretiens que j'ai lus, où les gens vous disent que comme expérience des relations humaines, il y a ce qu'ils vivent chez eux et ce qu'ils vivent au boulot. Et entre les deux, rien. C'est dire si les relations humaines que l'on vit au travail sont importantes. Je me demande d'ailleurs si un des aspects les plus importants de la responsabilité sociale de l'entreprise, ce n'est pas celle-là. C'est-à-dire de permettre aux personnes d'avoir une expérience relationnelle. La réciprocité. Et puis alors la dernière condition nécessaire, c'est l'appropriation. Comment voulez-vous que je m'engage si ce n'est pas un peu mon truc? Vous avez remarqué quand les gens, qui que ce soit, quand quelqu'un parle de son travail, il utilise toujours des adjectifs possessifs. C'est quand même frappant, ça. Hein, c'est mon client, c'est mon projet, c'est mon marteau, c'est mon atelier, c'est mon ceci, c'est mon cela. C'est mon chef. Ouais, c'est mon chef, c'est mon client, c'est mon projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il y a une appropriation qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas juridique. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir des actions, mais qui est une appropriation affective, bien évidemment. J'ai une enquête auprès de 2000 personnes où je demande aux personnes de se rappeler une situation, un moment de leur carrière où ils étaient très fortement engagés dans leur travail. Je leur pose différentes questions, et une des questions, c'est comment votre manager vous manageait-il ou tel à l'époque? Vous savez ce que répondent 65% des répondants, quasiment les 2/3, vous répondent mon patron, quel patron? Ah bon? J'avais un patron? Ah, il y a ceux qui vous l'avouent, jouent un peu sonate pour violon et pipeau, j'avais la délégation, j'avais l'autonomie, j'avais la liberté, j'avais carte blanche.
Il y a ceux qui vous disent, tu parles, il était lointain, il était absent, je ne le voyais jamais, il ne manageait pas, il m'a laissé me débrouiller tout seul. Dans les deux cas, le patron absent. Vous croyez vraiment que les 2 tiers des patrons sont absents? Moi, j'en crois pas un mot. Ce que je crois en revanche, c'est que quand je suis très engagé dans quelque chose, j'ai l'impression d'être seul au monde. Dans toutes les activités humaines, quand je suis très engagé dans quelque chose, j'ai l'impression d'être seul au monde. Regardez les gens qui collectionnent les étiquettes de boîtes de camembert. 224 j'en ai, il me manque que la Langto 1972. Mais vous avez l'impression que rien de ce qui se passe dans le monde ne peut les perturber quand ils sont sur le point de l'acquérir, la Langto 1972. Quand je suis très engagé dans quelque chose, je suis seul au monde. Tiens, qu'est-ce que peut faire le manager pour aider des personnes à justement s'approprier ce qu'ils font et gagner en autonomie? Voilà les 3 conditions nécessaires. Super. Charles-Henri, une petite réaction à ces 3 conditions? Mais je connais Maurice, ça fait 40 ans qu'on est complices, alors c'est quand même 40 ans au mois de septembre, pour être précis. 40 ans de 1978. Voilà, c'est quand même... C'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement. Non, dans la durée. Ce que je crois, ce que tu viens de dire, Maurice, je veux dire, surtout sur le dernier point, l'appropriation, il y a quelque chose qui m'a un petit peu frappé aujourd'hui, c'est lorsque les intervenants ont parlé de la capacité des gens finalement à se prendre totalement en charge. Hein. Et on a évidemment tout le mouvement aujourd'hui, je vais dire un mot de ce mouvement, c'est des entreprises libérées. Alors évidemment, encore une fois, je suis très prudent avec cette mode, comme toutes les modes managériales. Simplement, ce qui est quand même je veux dire, fondamental derrière cette idée, c'est évidemment que les gens, et c'est ce que vient de dire Maurice, s'approprient totalement. Ce sont quelque part, tu dis, sont seuls au monde dans leur activité. Donc ils ont évidemment la réalité d'un patron, d'un manager, mais ce manager leur a donné la possibilité d'exercer leur activité presque en toute autonomie, je veux dire en toute responsabilité. Donc cette question de l'appropriation, le dernier point est absolument fondamental. La réciprocité, c'est vrai que je parlais de l'équité, mais c'est qu'est-ce que je reçois en fonction de... Et les conceptions de la réception, ce que je reçois, c'est absolument, je faisais référence à un aspect de rémunération, mais bien au-delà, c'est l'ensemble. D'ailleurs, dans toutes les études sur le turnover des collaborateurs, la première raison, on le sait très bien, la première raison pour laquelle les gens, d'ailleurs quels que soient les secteurs, quelles que soient les populations, la première raison c'est mon manager. Je pars en raison de mon manager, mais quand on dit c'est mon manager, c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est tout. C'est peut-être effectivement cette question des relations humaines que tu évoques, c'est l'absence totale de relations humaines, l'absence de reconnaissance, l'absence d'autonomie, etc. C'est pas le manager en tant que tel, même s'il est épouvantable. Je veux dire, il peut être lui-même effectivement un manager autocrate, mais derrière cette réponse, je pense qu'il y a bien plus que le manager. Oui, mais justement, si on évoque les nouveaux modes de travail, comme le travail à distance par exemple, justement, quelle adaptation il va falloir aussi mettre en place avec les managers pour respecter ces 3 critères que vous évoquiez de l'engagement et faire en sorte que les nouveaux modèles, à l'ère du digital également, ne soient pas des nouveaux freins en fait. C'est vrai que c'est compliqué parce que quand on lit tout ce qui est écrit sur le travail à distance, ça se termine toujours à peu près par la même conclusion et le même conseil. C'est-à-dire, plus vous êtes dans une situation de management à distance, plus il faut faire de la proximité. Mais c'est justement ça la difficulté. Et là où c'est intéressant, le management à distance, parce que je pense que ça pose vraiment clairement la difficulté de l'exercice de la fonction managériale aujourd'hui. Quand vous êtes à distance, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez imaginer, vous devez être un organisateur d'événements, vous devez recréer de manière artificielle une proximité qui n'existe plus de manière naturelle. Je veux dire, c'est très 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 compliqué. Il faut être un organisateur d'événements, il faut être dans la communication événementielle, il faut être dans le repérage des signaux faibles, il faut être dans des tas de choses. C'est très 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 compliqué. Donc, pour moi, ce que vous évoquez là, c'est tout à fait, enfin je le prends comme ça, c'est vraiment symptomatique de la complexité de l'exercice de la fonction managériale aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on peut tout à fait comprendre pourquoi est-ce que dans certaines organisations, on le remarque, eh bien, il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire. Très bien. Charles-Henri, commentaire par rapport à ça? Écoute, si, par rapport à ce qui nous arrive avec le digital, sur le fond,
Hein, je dirais, d'ailleurs, cette notion de révolution digitale, tu viens de parler de travail à distance, en fait, la vraie révolution pour moi, elle ne date pas des 5 dernières années, ce qu'on appelle la révolution digitale, elle date du jour où on a cassé les liens physiques. Et rappelez-vous, ça fait presque 20 ans que nous avons des outils nomades. Hein, c'est ça qui est important, c'est à partir du moment où on a cassé les unités de temps et de lieu. Et dès lors qu'on a cassé les unités de temps et de lieu, on a pu effectivement faire du travail à distance. Hein. Et ce qui me frappait d'ailleurs dans les travaux qu'on avait fait dans la chaire sur le nomadisme à HEC entre 2003 et 2007, c'est que personne parlait de l'impact managérial des outils nomades. Alors que, rappelez-vous le BlackBerry, les premiers BlackBerry 2002, 2001, 2002, quand ils sont arrivés, personne n'a parlé du changement de la relation entre manager et manager. Et un jour, devant un auditoire à la radio, sur Radio Classique, j'ai dit au patron de BlackBerry que son outil était le plus merveilleux, mais aussi le plus pervers que je connaisse. Alors, il n'a pas apprécié le deuxième adjectif, le plus pervers. Et il y avait quand même quelques centaines de milliers d'auditeurs, je pense. Et je lui ai dit, mais écoutez, vous implantez cet outil dans des boîtes sans prendre la précaution d'éduquer les managers. Parce que cette relation manager-manager, comme tu le dis, qui était auparavant une relation presque physique, hein, je veux dire, est distancié. Et lorsqu'un manager est lui-même autocrate, vous imaginez que le BlackBerry, c'est la première fois dans sa poche où on avait les mails qui arrivaient sans qu'on les demande. C'est ça l'horreur du BlackBerry. C'est le manager pouvait envoyer un mail et il exigeait de son collaborateur, il exige d'ailleurs toujours, une réponse immédiate. Et donc on se retrouve avec un outil qui est un outil technologique apparemment neutre, mais qui n'est pas neutre du tout. Et ce qui nous arrive aujourd'hui avec la révolution digitale, c'est exactement la même chose. Je crois que ce que vient de dire Maurice, cette forme de management qui est encore plus complexe, qui est rendu plus complexe avec des outils nomades qui sont de plus en plus sophistiqués, d'ailleurs avec une hyper-information, une infobésité, c'est qu'on a quand même peut-être à remettre de la relation humaine, et je dirais la relation humaine physique aussi, parce que je pense qu'une vraie équipe éclatée fonctionne bien si elle arrive à se faire un événement certainement virtuel, un événement, mais prendre une bière ensemble, c'est quand même très important, je veux dire, de se retrouver. Et puis, il y a un mot qui a été cité par plusieurs intervenants aujourd'hui, c'est le mot confiance. Et je crois que Gilles le citait tout à l'heure, c'est retrouver la confiance. Je pense qu'on ne peut pas travailler à distance et le manager ne pourra pas fonctionner s'il n'y a pas eu une relation forte de confiance qui s'est établie. C'est ça. Et je pense que ça passe par, comme diraient les jeunes, des teufs ensemble. Des teufs ensemble. Très bien. Alors maintenant, je vous propose que nous regardions les résultats de la question posée lors du plateau de Maryse et Raphaël. Comment définiriez-vous le service à la française ? Alors, on a plusieurs thématiques qui ressortent en priorité, avec notamment le luxe à la française. Donc, on regardera après ce qu'il y a à l'intérieur. Le service d'excellence, de référence à l'image de notre patrimoine et de notre gastronomie. La proximité, la chaleur et l'authenticité mise au service du client. Pas cool, alors on regardera ce qu'il y a dans le pas cool, l'amabilité et la courtoisie, et ensuite dans un moindre mesure des thématiques autour de la générosité, du service payant et autres. Donc je vous propose d'abord qu'on regarde ce qui se dit sur le luxe à la française. Puis un petit commentaire peut-être de votre part, alors avec les éléments les plus plébiscités autour de l'élégance et du raffinement. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui étaient présents avec nous au tout début de l'aventure Esprit de Service France, il y a 3 ans, on avait fait une convention et on avait travaillé tous ensemble dans cette co-construction pour définir le service à la française. Et le terme d'élégance était en effet un des termes qui était ressorti comme étant le terme pouvant le mieux définir et de manière le plus simple le service à la française. Je suis ravie de voir qu'il apparaît encore dans les éléments les plus importants pour nous. Alors maintenant, j'ai quand même une question à la salle, c'est est-ce que c'est ce que l'on imagine du service à la française ou est-ce que c'est ce que vous considérez comme ou ce qu'on aimerait? Mais est-ce que c'est ce qu'on aimerait ou est-ce que c'est réellement ça aujourd'hui le service à la française, globalement? Pour ceux qui ont répondu ça, quel était l'élément? C'est la référence. C'est la référence. Il y a des institutions qui font vivre des codes, qui maintiennent la tradition de certains codes. Des entreprises comme Air France contribuent à faire vivre certains codes du service.
Des instituts comme l'Institut Paul Bocuse continuent de faire vivre certains codes, la gastronomie, de l'installation de la table. Je pense que c'est une référence existante. Est-ce que c'est une pratique généralisée existante? C'est autre chose, mais le service à la française, c'est quelque chose qui existe comme définition. Alors justement sur cette notion d'excellence, de référence, excellence du service, proposé à tous, irréprochable, un terme là aussi très fort, et un service irréprochable aussi, enthousiasmant, donc c'est bien, qui provoque aussi des sentiments de joie et empreint de bonhomie. Ok, donc messieurs, vous avez un commentaire par rapport à ça? Enfin moi je suis plutôt enthousiaste de voir ce type de service-là. Bien que je ne sois pas sûre qu'il soit encore totalement... ça reste une image, pas un mythe, mais peut-être une légende quand même. Et qu'il va falloir retravailler, non? Avec nos nouvelles populations. Alors, attends, moi ça me fait sourire quand même quand je lis ça. Alors, service à la française. J'aimerais bien qu'on ait déjà un service en France. Hein, c'est même pas la peine de parler à la française. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai, nous qui avons souvent des contacts avec des populations de managers, on voyage dans pas mal de... Et ce qui me frappe, c'est toujours effectivement cette image-là. Ce qui est reproduit ici me renvoie à un certain nombre d'échos qu'on a dans des discussions, dans des séminaires, dans des conférences, etc. Mais ce qui est frappant, je crois que l'un des mots-clés, c'est la qualité, c'est le haut de gamme, etc. Il faudrait quand même savoir que tout le monde ne va pas se servir chez Fauchon, tout le monde ne va pas chez Paul Bocuse, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien que les services de Paul Bocuse soient délivrés dans tous les lieux de restauration, y compris des lieux modestes. Donc je pense que c'est beaucoup plus un rêve qu'une réalité dans énormément de relations de services que nous avons au quotidien. Du coup, Maryse, pour ta feuille de route donc il y a tout 2024, un gros travail. C'est pour ça que même s'il y a peut-être une distinction française qui est reconnue par beaucoup, d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est dans les études, par exemple, interculturelles, des vieilles études, et Maurice se souvient de celle de Hofstede, on dit que l'étude de Hofstede, la France est une culture féminine plus féminine que masculine, ce qui est quand même bizarre. Or, qu'est-ce qui définit la culture féminine? C'est essentiellement la notion de qualité. Et on retrouve ça, la qualité. Donc, vous voyez ce que je veux dire, qualité de la vie, par exemple. Je ne suis pas sûr que ça soit la réalité de la culture de service, on va dire, du service moyen, on va dire, de l'entreprise que nous connaissons, y compris l'entreprise de service, par exemple, dans ce que nous sommes confrontés à certaines situations administratives, voire de certaines entreprises de téléphonie mobile. Je ne suis pas sûr qu'on ait exactement cette qualité de service qui est décrite ici. On l'a peut-être chez Paul Bocuse, on l'a peut-être à Air France. Alors, il y a une pratique. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on puisse accabler comme ça le service à la française. Les études que réalise, par exemple, le Centre régional du tourisme d'Île-de-France montrent que les touristes, quand ils évaluent leur séjour en Île-de-France, en tout cas, les résultats sont plutôt positifs et renvoient une grande satisfaction des touristes qui sont passés. En revanche, ce qui est intéressant, là, moi, à mon sens, c'est de dire que quand on parle de service à la française, il y a une référence. Oui. Qu'elle soit appliquée, on est d'accord, on peut faire beaucoup mieux. Mais ce qui fait, moi je pense, la force, aujourd'hui, notre force ici en France, lorsqu'on parle de service, même si on s'en est éloigné depuis, je crois, le 21 janvier 1792, c'est effectivement qu'il y a une référence à laquelle on peut, effectivement, sur laquelle on peut s'accrocher, travailler, renvoyer. C'est pas partout dans le monde. D'accord. Voilà. Même si ailleurs dans le monde, ils n'ont pas de référence, mais ils ont la bonne pratique. Non, voilà. Si tu le décris c'est comme ça étant... qui fait le paradoxe, c'est que nous, on a la définition, mais on n'a plus l'application. Et ailleurs, ils n'ont pas la définition, mais ils ont l'application. Non, si tu le décris comme étant un objectif, très bien. La réalité, il y a du travail.
Maurice, un petit commentaire. Non, mais moi, je suis assez lent. Alors moi, j'aimerais bien avoir effectivement les résultats pour avoir le temps un petit peu de, comme je n'étais pas là dans la journée, pour avoir le temps de les réfléchir. Parce que pour moi, je suis un peu frappé que des choses comme élégance, luxe, comme ça, apparaissent comme réponse à la question. Alors, c'est peut-être ma propre naïveté par rapport à la notion de service, mais pour moi, dans la notion de service, il y a une notion de relation. Pour moi, dans la notion de service, ça répond peut-être à la question que vous posez à tout le monde, pour moi, on rend service à partir du moment où on a un sentiment de dette. C'est la dette, le service. Je rends service à quelqu'un parce que je me sens redevable vis-à-vis de lui. Et moi, ce que j'ai vu dans beaucoup de services où on parlait d'élégance et de luxe, c'est au contraire parfois une certaine arrogance, parfois une séparation. Et à la limite, je n'attends rien de l'autre, à qui je vais laisser bénéficier parce que je le veux bien, eh bien je vais le laisser bénéficier de cette élégance, de ce luxe qui finalement lui est extérieur. Donc pour moi, toute la thématique, si vous voulez, de l'élégance et du luxe, ça ne vient pas spontanément dans la notion de service, quoi. Donc je trouve ça intéressant, je trouve ça suscite la réflexion. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, je crois qu'on a un petit peu tout balayé. Alors, Maurice vient de le faire. Charles-Henri, vous serez le dernier. C'est quoi l'esprit de service pour vous? L'esprit de service, c'est d'être au service d'eux. Enfin, je veux dire, c'est de comprendre. Je crois que ce que je disais tout à l'heure, c'est véritablement, c'est pour ça que j'avais noté le mot humilité, là, qui était en haut. Hein, tu disais tout à l'heure que c'était le nombre de likes. Hein, c'est véritablement une posture je dirais, d'humilité, une posture, je me mets au service. L'idée de rendre à l'autre, finalement, ce qu'il attend, ça me paraît être essentiel. Et d'ailleurs, pour revenir sur une notion qu'on a évoquée dans la journée, qui est l'expérience en général, mais en particulier, j'insiste sur l'expérience collaborateur, ce qui me frappe, c'est que beaucoup d'entreprises ont parlé depuis très longtemps de marque employeur. Et cette notion de marque employeur, elle est dangereuse, parce que ce qu'on vend avec une marque employeur, c'est une image de l'entreprise. Et on la rend belle, on la rend très belle. Le véritable truc, c'est pas la marque employeur, c'est pas ce que je raconte sur mon entreprise, c'est ce que va vivre le salarié au quotidien. Mais vraiment au quotidien, d'où l'importance du manager. Les RH peuvent lancer des superbes programmes d'attraction de collaborateurs, de marque employeur, etc. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui se passe. Et je trouve que cette expérience que vous avez décrite comme étant le parcours collaborateur est essentielle. Moi, j'ai beaucoup apprécié, je crois que tu l'avais fait venir, ce livre qui est l'auteur du livre sur l'expérience, le nouveau moteur de l'entreprise, où il y avait les 3 dimensions. Je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est véritablement un enjeu clé, que ce soit pour les clients, évidemment, l'expérience client, on en parle depuis si longtemps, mais cette notion d'expérience collaborateur qui ont été développées par plusieurs intervenants, pour moi, elle est absolument centrale. Et donc, que ce soit du service à la française ou du service tout court, je crois que l'enjeu, c'est qu'au quotidien, on ait une expérience qui soit la meilleure possible. Et d'où l'importance, effectivement, de cette relation manager-manager, je veux dire, qui me paraît être basique. Super.